Bon, ben, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes actuellement 76, 76 personnes en présence, 77, 78, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Nous en attendons jusqu'à 200, donc Oui, pas mal. c'est super. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur notre webinaire. Donc, faire classe dehors, je commence demain. Apparemment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur aussi, et c'est génial. Et ce webinaire vous est proposé par un groupe qui est pour l'instant encore informel, qui s'appelle Réenchanter l'école. Alors ensemble, on va essayer de réenchanter l'école et je suis sûre qu'on va y arriver avec la qualité de nos intervenants. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a une petite équipe technique qui est aux commandes. Il y a Marie, il y a Laure, il y a Karen, il y a Hélène, et puis Hélène Pagnin, et puis moi, Hélène Knoll, qui sommes aux commandes de l'équipe technique. Et je voudrais aussi vous demander un petit peu d'indulgence parce que ben voilà, on découvre l'outil Zoom webinaire. Vous avez vu qu'on a un petit peu quelques bugs déjà au démarrage. On n'est pas des pros de la chose, hein, vraiment pas, mais on le fait avec notre cœur. Et voilà, on fait appel à votre indulgence. Il y a eu quelques ratés aussi dans les mails d'invitation. Je vous prie de nous en excuser. Et il y aura sans doute quelques petits couacs au cours de ce webinaire. Pendant le déroulé du webinaire, c'est fort possible qu'il y en ait quelques-uns. Bon, on fait appel à votre indulgence. Voilà. Bon, réenchanter l'école, c'est une action d'intérêt général. Et puis faire la classe dehors aussi, amener les enfants dehors dans la nature, c'est aussi quelque chose d'intérêt général. Et cet engagement de notre part nous occasionne quelques frais pour notre groupe et nos partenaires. Alors, pour les couvrir, on a ouvert une petite cagnotte dont on vous mettra le lien dans le fil de la discussion. Et nous vous invitons à participer, en sachant que si chacun met 1 euro ou 2 euros, eh bien, ça couvre largement nos frais et ça nous permettra peut-être même de commencer à constituer un fonds associatif pour notre association. Voilà. Cette association qu'on risque de créer d'ici peu. Le lien vers la cagnotte est à votre disposition, donc sur le lien de l'espace de discussion, on le mettra tout à l'heure. Après, un petit point sur notre fonctionnement. Voilà, on est privé de vos jolies frimousses, on ne vous voit pas, mais vous avez des espaces de discussion dans lesquels vous pouvez vous exprimer. Il y a d'une part l'espace de discussion qui va vous permettre de tchatcher entre vous, de faire des échanges de contacts, de faire des échanges de ressources et de commentaires divers et variés. Cet espace de discussion, on vous en fera une extraction qu'on vous mettra qu'on vous enverra par mail. Donc, vous récupérerez tous ces éléments-là suite au webinaire. Et puis, il y a un deuxième espace qui s'appelle Q&R en bas de votre écran. Et donc, sur cet espace Q&R, vous pouvez poser vos questions aux intervenants. C'est cet espace-là que Laure va regarder de près, suivre de près, pour relayer vos questions auprès des intervenants. Voilà, donc vos questions aux intervenants, vos commentaires qui concernent directement le sujet et les interventions et que vous voulez porter auprès de tous, c'est par là que ça se passe. Voilà. Et voilà, et je crois que j'ai fini sur ma petite intro et je vais passer la parole à Roland qui va animer le webinaire. Alors, une chose quand même que je tiens à dire aux intervenants, c'est que c'est vous qui maîtrisez vos micros. Donc, si vous avez des apartés, des bruits de fond, des sons, c'est à vous de couper le son quand ça se passe. Comme ça évite les interférences. Mais nous, on n'a pas la main là-dessus, c'est à vous de le faire. Allez, c'est parti. À toi, Roland. Merci, Hélène. Merci, bonjour à toutes et tous. Et donc, je vais rapidement vous dire un peu comment ça va se dérouler, cette animation. On va d'abord donner la parole à Hélène Pagnin, qui est à l'origine de cette idée de réenchanter l'école dans le territoire ici et de cette réunion de juillet qui a un peu tout enclenché, en quelques mots. Et ensuite, on va passer aux panélistes. Donc, en premier, ce sera Sylvie Boisgéraud, qui est à Montauban, là, en ce moment. Dans un deuxième temps,
ce sera Pascal Furnion, qui est dans les Monts du Lyonnais, qui est aussi enseignante du public, hein, toutes les deux enseignantes du public. Ensuite, Julie Ricard, qui est donc la présidente du RPPN et du réseau de pédagogie par la nature, et qui est la fondatrice de la Forest School autour du feu en Bretagne. Et ensuite, Hélène Pagnien reprendra la parole pour aussi traiter de cette question, comment faire en sorte que beaucoup d'enseignants aillent dès demain dehors avec leur classe. Ensuite, eh bien, ce sera les questions. Donc, c'est très important que vous pensez à bien envoyer vos questions. Donc, Laure est vigilante et va voir les questions. Voilà, Laure à côté d'Hélène. Laure juste quand j'en parle, elle apparaît, c'est merveilleux. Et elle va ressortir les questions qui reviennent le plus. Et donc, après, on verra une des panélistes qui répondra, ou peut-être deux. On verra comment ça avance. Et quand on aura fait ce moment de questions, on demandera à Nathalie, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on verra à ce moment-là. On verra Nathalie, qui est aussi dans l'enseignement public, qui fera un peu le rôle de grand témoin. Donc, on lui a demandé d'observer et d'écouter et d'essayer de saisir en fait les pépites qui vont ressortir dans la matinée pour voir pour elle ce qui brille le plus et ce qu'il faudrait qu'on n'oublie pas peut-être. Et donc ensuite, on donnera la parole 1 minute à chacune des panélistes pour apporter ses mots de conclusion. Et ensuite, je redonnerai la parole à Hélène Knoll qui nous joue un peu le rôle de grande supervision de tout ça. Voilà, on s'est compris, on ne va pas traîner. Donc, Sylvie Boisero, toi, on se connaît bien, enfin bien, on se connaît un peu, quoi. On a fait des stages ensemble. Et puis toi, tu as une école donc à Castel-Sarrazin, près de Montauban. Et dans cette école, il y a pas mal de verdure. Il y a des enfants qui ont planté des arbres. Et puis, les années d'avant, tu as inventé un Montauban en plein centre-ville. L'école au naturel, qui a en fait un peu fête de l'école, à la fois du quartier, une fête de l'écologie, enfin quelque chose, un concept tout à fait intéressant et innovateur. Et donc pour toi, Sylvie, si on te dit comment lever ces inhibitions qui font que trop d'enseignants hésitent à sortir, trop d'enseignants du public en particulier, mais d'enseignants en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais pour y aller, quoi? Voilà. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Je suis un petit peu impressionnée aujourd'hui. Tu vois, Hélène, tu me parlais de stress la dernière fois, ouais, tranquille et tout ça, dimanche dernier. Mais là, je ne sais pas pourquoi, le stress s'est un petit peu monté. On a l'impression d'avoir une sacrée responsabilité. En tous les cas, je vais vous partager vraiment mon expérience et comme quoi c'est possible. Voilà, qu'on soit dans le public, dans le privé, peu importe, c'est possible. Alors, la première, je vais vous présenter ça en 3 temps, c'est-à-dire comme un tabouret. La première chose, c'est moi en tant qu'enseignante, donc vous en tant qu'enseignant. La deuxième chose, ce sont les autres. Et la troisième chose, les actions, qu'est-ce qu'on peut faire, la nature. Voilà. Donc, la première chose, moi en tant qu'enseignante, vous en tant qu'enseignant, en tant que personne, la première idée, Laure, oui, bonjour Laure. La première idée, c'est comment je me sens par rapport à ça. Déjà, est-ce que je suis convaincue ou est-ce que c'est bon, un peu bof, parce qu'il faut arriver quand même à ce que ça soit intrinsèque. On a tellement de freins qui arrivent, tellement de personnes qui se mettent en notre travers, sur nos travers, que si on est très fragile par rapport à ça, d'abord, il faut se constituer une conviction personnelle. Voilà, parce que à la moindre confrontation, que ça soit avec l'administration, avec les parents d'élèves, avec les collègues et tout ça, on a vite fait de baisser les bras. Et c'est normal, c'est normal. Donc, l'idée, c'est vraiment d'établir ses convictions. Comment on établit ses convictions? En lisant, enfin, pour ma part, j'ai beaucoup lu. Il y a beaucoup de littérature qui arrive maintenant à ce sujet. Roland, peut-être que tu pourras en dire passer quelques livres.
Voilà, notamment passeurs de nature, etc., etc. Et voilà, une fois que, bon, quand même, je me dis, avec tous les événements qui se passent et tout ça, oui, c'est hyper important que j'y aille. Donc, une fois que je suis ancrée là-dedans, j'ai besoin de connaître quand même, si je suis dans le public et même dans le privé, les programmes. Voilà, parce que ça me sert. Les programmes nationaux, ça nous sert beaucoup. À savoir que les programmes qui sont sortis en septembre 2020, il y a plein d'annotations en vert. Donc, sur le BO, on le retrouve sur le BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale, sur Eduscol. Il y a plein de petites phrases qui ont été mises en vert. Ce sont des ajouts. Eh bien, ce sont des ajouts sur l'éducation et l'environnement, principalement. En fait, le gouvernement, c'est à la mode. Il en fait son cheval de bataille. Il faut faire de l'éducation à l'environnement. Donc, la classe dehors, c'est exactement ça, quoi. Dehors, la classe dehors aussi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à l'intérieur de son école. Le dehors, ça peut être à l'extérieur, mais on ne peut pas toujours. Donc, on amène le dehors à l'intérieur de son école. Voilà pour ça. Deuxième, aussi l'intérêt de connaître les programmes, ça permet aussi de les activités de français, de maths qu'on va faire au quotidien, on pourra les rattacher au dehors, à la nature. Voilà. Et du coup, ça fera des compétences transversales qui seront au quotidien, et la nature va rentrer dans notre enseignement, dans notre quotidien. Voilà. Les autres. Ce qui concerne les autres, c'est qui? C'est d'abord nos collègues. Ce sont d'abord nos collègues qui, la plupart du temps, sont pressés, sont en urgence de leurs priorités personnelles et qui ne sont pas forcément la nature et l'environnement. Et les enfants, oui, d'accord, mais pour suivre les programmes. Donc, ils ont du mal à lâcher ça et c'est souvent compliqué. Donc, quand on n'a pas la chance de pouvoir se retrouver avec des amis collègues comme on a pu le faire à l'école des Cloutiers où je suis maintenant, quand j'étais sur Montauban, j'étais dans une école de ville avec une population très difficile. Donc, du coup, les collègues, il y avait d'autres priorités. Et ça a été assez compliqué, voilà, de les rattacher à mes projets et tout ça. On a essayé de le faire ensemble, mais ça a été très compliqué. Ils se rattachaient de temps en temps. Donc, il faut se dire qu'on est souvent seul face à ça. Voilà. Ensuite, on a l'inspection académique. Donc, l'inspection académique, l'idée, c'est rattachez-vous au programme et ne leur demandez rien d'autre. Voilà. Donc, si vous suivez les programmes et que vous allez dehors, ils sont tout contents, vous faites de l'environnement et vous êtes rattaché au programme. Donc, tout va bien, ils nous fichent la paix. Les seconds acteurs, ce sont les mairies et les personnels de mairie qui officent dans nos écoles, qui ne sont pas forcément écolos, qui ne sont pas forcément partie prenante pour différencier les poubelles, qui ne sont pas forcément partie prenante pour dire « Ah, il y a de la terre dans la classe, il y a plein de choses comme ça. Oh, ils ont les mains, ils sont débraillés, ils vont attraper froid, ils sont… etc. etc. Il pleut, mais il faut les rentrer. Voilà. Donc, c'est tout un apprentissage avec les personnels qui officient dans l'école. Et quand on leur montre que ça marche et que les enfants sont super heureux, ma foi, peut-être qu'ils viennent s'y mettre, qu'ils se mettent avec nous. Ensuite, ce sont les parents. Alors, les parents, c'est une éducation au quotidien. Voilà. Quand leurs enfants sont super contents de venir à l'école parce qu'en fait, ils vont faire des super activités et qu'ils suivent le programme. Voilà. Excusez-moi, hein, je rabâche ça, mais c'est une telle ouverture pour accéder à toutes les personnes, à tous les autres. Ils sont super contents et petit à petit, ils sont partie prenante. Moi, je sais que
je fais intervenir les parents dans l'école, je fais intervenir les parents dans mes sorties et je fais intervenir tous les parents en tant qu'êtres avec leurs compétences. C'est-à-dire, tous les parents savent, il y en a plein qui savent cuisiner, il y en a plein qui savent jardiner, il y en a plein qui sont ébénistes, il y en a plein, il y a des constructeurs de maisons, il y a des maçons, et qui utilisent les produits naturels, il y en a plein. Il y a plein de compétences chez les parents. Donc, je les fais venir, ils utilisent leurs compétences, alors que ça soit professionnel ou que ça soit personnel. J'ai plein de parents artistes qui sont super contents de venir bricoler ou faire du beau dans la nature, voilà. Et j'implique les parents, c'est-à-dire dans les activités, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans la forêt, eux aussi, ils font les câlins à l'arbre. Il n'y a pas, voilà, c'est comme ça. Ils viennent participer, ils participent à fond, ils ont les mains dans la terre et c'est comme ça. Quand je leur demande des ingrédients pour les ateliers culinaires, les enfants, ils leur disent maman, ta farine, elle n'est pas bio, elle n'est pas locale, maîtresse, elle n'en voudra pas. Voilà, c'est tout. C'est des petits trucs du quotidien, mais les parents sont impliqués. Voilà, on a un projet maintenant, mais je vous en parlerai après, au troisième. Ensuite, on a toutes les associations autour de nous. Toutes les associations. Il y a énormément d'associations pour l'écologie. Moi-même, j'ai déclenché avec d'autres personnes le groupe local Colibri 82. Donc déjà, j'ai l'appui des colibris qui est énorme au niveau de l'éducation. Et vous avez un gros agora qui s'est passé sur l'éducation à la nature, la connexion à la nature avec les colibris. Et ensuite, dans la fabrique des colibris, il y a plein de choses qui se passent. Et sur le site des colibris nationaux, vous avez plein d'éléments, comment faire l'éducation à la nature, plein de choses. Ensuite, il me reste 2 minutes. Oui, 2. Waouh. 2 minutes, d'accord. Oui. Donc, les autres associations, la Maison de l'Environnement, le CPIE, Campagne Vivante chez nous, c'est Arbres et Paysages de France qui nous ont aidés à planter des arbres, etc., etc. La liste d'associations, je pourrais vous la communiquer. Ensuite, il y en a dans tous les départements. Et vraiment, prenez part avec eux. La mairie, c'est pareil. À partir du moment à la mairie où on fait valoir tout ça, et on est en lien avec l'adjoint à l'environnement, c'est impeccable et où on ne leur demande pas de sous. Voilà. L'éducation à la nature ne demande pas beaucoup de finances. Franchement, on peut faire avec pas grand-chose. Voilà. Et ensuite, toutes les activités. Alors, vous avez l'école du dehors, Julie va vous en parler, etc. L'école de la forêt, la Forest School. Je vais vous parler comment faire entrer le dehors dans l'école. C'est surtout ça les freins qu'on a parce qu'on est obligé principalement d'être dans les locaux de l'école. Et moi, je le fais rentrer par plusieurs manières. D'abord, en faisant un jardin d'école. Si on est en ville, ben, c'est des jardinières, des palox, végétaliser des murs. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Et l'adjointe au maire d'Anne Hidalgo à Paris, elle fait l'action débitumer les écoles, les cours oasis, voilà, où elle met énormément d'arbres dans les cours, de jardins et tout ça, parce que c'est hyper important. Maintenant, c'est vraiment très important. Première chose, ça c'est dehors. Dans la classe, on peut faire plein de choses. Avec la nature, ça c'est énorme. Et ensuite, tout ce que les enfants peuvent apporter de la maison. C'est-à-dire, moi j'ai un jardin à la maison, ben, j'ai pris en photo tous les arbres que j'ai des jardinières, j'ai pris en photo ce que j'ai comme plante, même si c'est dans la maison, sur mon balcon. Et j'ai mon petit book à l'école et je parle de tout ce que j'ai comme nature à la maison. Voilà, et voilà, et plein d'autres choses. C'est bon, Sylvie? Je suis obligée de m'arrêter. C'est terrible. Il y aura le tour des questions et puis tu participeras aux réponses. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Pascal Furnion dans les Monts du Lyonnais. Donc, Pascal est cofondatrice de Graines d'école, qui est une association qui a combien d'années, Pascal?
Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans, et puis qui crée vraiment une communauté éducative de ce territoire autour de Saint-Martin-le-Haut, c'est ça? Saint-Martin-Haut. Saint-Martin-Haut. Voilà, donc, et Pascal a aussi une grande expérience donc, de l'école dehors, et donc on t'écoute, Pascal. Alors, 10 minutes, c'est vrai que c'est chaud. Alors déjà dire que je suis enseignante dans le secteur public, essentiellement en maternelle. J'ai eu beaucoup de classes à multiniveau et j'adore les classes à multiniveau. Je pense vraiment que ça devrait être la norme. Donc au moins 3 niveaux, 4 niveaux, voire 5 niveaux avec maternelle CP. J'ai surtout une expérience en maternelle, donc je vais surtout vous parler de la maternelle, désolée pour le reste. Je me suis formée un peu plus récemment en éducation émotionnelle et relationnelle et je trouve que c'est assez fondamental dans notre métier et ça nous rapproche de la nature aussi, en tout cas de la pratique de nature. Je vais vous dire un petit peu, moi, ce qui m'a amené à cette pratique, ce qui me porte dans cette pratique, quelques bénéfices que j'ai observés, déjà quelques pratiques aussi, et puis ce qui, pour moi, peut faciliter vraiment la pratique. Donc, pourquoi cette pratique? Parce que pour moi, enfin, depuis longtemps, j'ai un rêve. Je rêve que l'éducation prenne davantage en compte les enfants, ce qu'ils sont, leur nature, leur rythme, leurs besoins, leur sensibilité, la nature même de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Un enfant, c'est un vivant, et un vivant qui doit vivre et grandir dans le vivant. Que aussi les enfants puissent davantage exercer leur pouvoir personnel et les responsabilités qui vont avec. Qu'ils puissent aussi déployer tous ces talents. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé en maternelle, j'ai vraiment vu la multiplicité des talents et je trouve que la biodiversité, le respect de la biodiversité, ça commence à la maternelle et ça commence chez les enfants. Si on veut de la biodiversité, respectons aussi les talents divers des enfants. J'aspire aussi à ce que l'éducation respecte davantage les besoins des enfants, leurs besoins de mouvement notamment, leurs besoins d'écoute aussi, besoin de manipulation très important, qu'ils puissent utiliser leurs mains, besoin d'expression, expression libre notamment, le besoin de jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de faire dans la pratique et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur maître que la nature en fait pour ça. Voilà. Donc c'est notre plus grand allié, c'est vraiment un maître en la matière. Et puis j'ai aussi à titre personnel un sentiment, c'est que vraiment le monde aujourd'hui a besoin du sourire des enfants, il a besoin de leur joie, il a besoin de leur dynamisme, de leur élan, de leur enthousiasme. Et ça aussi, la nature, là aussi est notre meilleur allié. Et puis moi, j'ai aussi envie qu'on respecte la nature et je trouve que là, pour le respect de la nature, les enfants sont nos meilleurs alliés, vraiment. Parce qu'eux, ils savent, en tout cas les petits que j'ai côtoyés, ils savent ils font partie de la nature. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me suis un peu spontanément engagée aussi parce que j'avoue que ma première école, ça a été la nature. Je suis rentrée à l'école à 5 ans et avant, j'étais essentiellement dans la nature et je vis à la campagne. Donc ça me porte. Alors, la nature et la classe, moi je trouve que c'est intéressant de se poser la question de la nature dans la classe à la classe dans la nature. Et bon, je ne vais pas trop parler de la nature dans la classe puisque Sylvie en a pas mal parlé, mais il y a les sorties, mais il y a aussi ramener beaucoup de la nature dans la classe. Et si on fait des sorties régulièrement, c'est très bien. Et le reste du temps, c'est très intéressant de rester connecté en amenant de la nature dans la classe. Donc, la nature qui vient des familles, la nature qu'on apporte. Moi, j'apporte tout au fil de l'année des choses de la nature qui m'environne dans la classe, des choses qui interrogent, des choses que les enfants vont pouvoir sentir, toucher, voilà. Des fleurs, des fruits, etc., au fil du temps. Apporter la nature dans les cours de récréation, Sylvie en a parlé aussi, aménager les cours, le jardin, des espaces verts avec de la vraie herbe et si possible des arbres, autant que possible. Des bacs à sable, ça m'est arrivé de réintroduire des bacs à sable dans les écoles parce que voilà, ça amène un plus. Et puis bien sûr sortir. Alors moi je suis pas mal sortie, je pense que je suis surtout allée me promener avec des enfants en fait. Je trouve que c'est assez facile dans les environnements. Je travaillais essentiellement quand même en milieu rural et périurbain, donc c'est vrai que c'est plus facile.
Mais sortir avec des enfants, c'est déjà énorme. Alors toujours en aiguisant ces 5 sens, parfois en creusant un peu plus, partir pour observer, un autre jour on peut partir plus pour écouter, etc. Ça a plein d'intérêts. Faire des ateliers dans la nature aussi, donc partir, se déplacer, aller dans un endroit particulier et puis là, séparer les groupes pour faire des ateliers avec un atelier jardinage, des enfants qui peuvent écouter des histoires, d'autres qui jouent librement, etc. Voilà, des temps de jeu libres pendant des sorties où les enfants sont sur des espaces qui sont suffisamment sécurisés, où ils peuvent jouer, expérimenter et l'adulte est plutôt un accompagnateur qui gère la sécurité, etc. Concrètement, je pourrais vous en dire un peu plus, mais beaucoup de jardinage, de cueillette, des choses qu'on a ramenées dans la classe pour cuisiner, faire des sirops, de la confiture, de la soupe. Dans la nature, on a beaucoup chanté, fait du langage, des petits jeux, les jeux de Kim, les chasses au trésor. Évidemment, toute la partie motricité qui est énorme. Hein. C'est vraiment dommage de se priver de ça. Tout ce qu'il y a sur le parcours, hein, tout ce qu'on peut décoder sur le parcours, les chiffres, les mots qu'on trouve, les panneaux, etc. Donc ça, c'est aussi des supports. Puis ça ouvre un champ beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir en classe. Voilà. Les bénéfices. Alors les bénéfices, j'en ai listé beaucoup, mais je vais vous en donner juste quelques-uns. Il y en a un qui me semble très important, c'est le fait d'élargir le regard. Quand on va en dehors de l'école, dès qu'on sort, on a le regard qui s'élargit, on a un milieu beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup d'expériences possibles. Et puis aussi, c'est très bon pour la vue, puisqu'on peut regarder près, on peut regarder loin, on a un champ de vision beaucoup plus vaste. Et à l'époque des écrans, je pense que c'est très important. Hein, regarder le petit insecte, compter les points de la coccinelle, ou alors regarder l'arbre qui est très très loin et qui va être un repère vers lequel on va tous aller se rassembler à un moment donné. Ça fait travailler le regard tout à fait différemment. Et moi, je pense qu'on a aussi besoin dans notre société d'ouvrir un peu le regard. Et du coup, voilà, ça contribue. Cultiver le discernement et développer sa boussole intérieure, ça me semble très important. Hein, la nature, elle nous ramène à notre ressenti. C'est vraiment un lieu privilégié pour user de ses sens. Et à partir de ces ressentis, de ces expériences, et à partir de cette écoute intérieure, on va vraiment avoir capacité à discerner, savoir ce qui est juste pour soi, s'écouter. Et ça, c'est vraiment la boussole intérieure, pour moi, c'est un bel atout pour toute la vie. Et voilà, donc ça fait partie des bénéfices. Se confronter au réel, évidemment, qui est beaucoup plus riche que l'intérieur d'une classe. Donc, pour ça aussi, c'est très important. C'est très bon pour la santé. Hein. Je pense qu'on a plus de risques à ne pas emmener les enfants dehors que de risques en les emmenant. Donc, ça me semble un peu évident. Il y a autre chose qui est très important, et j'ai travaillé un peu sur les émotions avec les enfants. Ils ont un grand besoin d'intimité qui est sorti dans les besoins. Ça m'a un peu surpris parfois avec les grandes sections LCP. Besoin d'intimité, dans la nature, il y a aussi ce besoin d'intimité qui peut être plus respecté parce qu'il y a de l'espace. Donc c'est une petite chose, mais pour moi, ça a de la place. Voilà, ce qui va faciliter la pratique, je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes, Pascal, il reste 2 minutes. Bon, ça va aller. Donc, ce qui va faciliter la pratique en extérieur, c'est partir de ses ressources. Pour moi, c'est fondamental. Quand on a envie d'aller en nature, il faut partir de ses forces et de ses ressources, de ce qui nous anime, ce qui nous porte, ce qu'on sait faire, partir de sa joie, de son élan. C'est le meilleur moteur, c'est le meilleur carburant. Donc, partir de ça. Roland, dans le webinaire précédent, on parlait de la douceur. Oui, le chemin de la douceur, de la facilité, de la joie, de ce qui va nous mettre dans l'enthousiasme. Donc, toujours choisir ce chemin-là. Trouver des alliés, Sylvie en a beaucoup parlé, chez les parents, autour de nous, etc. Beaucoup communiquer. Pour trouver des alliés, il faut communiquer, expliquer, être à l'aise avec quelques éléments qui nous portent et pouvoir les partager. En fait, vraiment, pour que ça se passe bien avec l'entourage, il faut embarquer les parents, il faut les emmener, il faut les faire rêver de la nature, en fait. Et après, les embarquer en vrai dans la nature.
Et quelque chose qui me semble important, c'est quand on choisit ses premières activités, de partir de ce qui nous anime, mais aussi de partir de ses peurs, en fait. Qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Parce que être à l'aise, réussir les premières fois, c'est très important pour la suite. Donc, partir de ses peurs, et dans ses peurs, ça peut être la gestion du groupe. Alors, à ce moment-là, on va faire attention d'avoir des intervenants fiables, peut-être un animateur pour commencer. Si ce qui nous effraie, c'est les programmes, de ne pas suivre les programmes, on va prendre une activité qu'on fait dans la classe, on va la faire à l'extérieur. Donc là, on sera OK. Si c'est l'espace qui nous inquiète, parce que c'est un espace inhabituel, on va bien repérer les lieux, on va prendre un espace qui soit suffisamment sécurisé, qui nous corresponde, dans lequel nous, on sera à l'aise. Voilà, donc partir de ces peurs, ça me semble très important. Et puis après, il y a toutes les questions à se poser, mais il y a beaucoup de références et d'ouvrages. C'est le quoi faire, où, quand, comment, avec qui, voilà, et pourquoi. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, voilà. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis, mais il y a, dans les choses qui peuvent faciliter, il y a quand même l'importance du cadre à poser. Dire que la sécurité, c'est une priorité, mais ça ne doit pas être une obsession. Le zéro risque n'existe pas. Ce qui facilite aussi les sorties, c'est la pratique qu'on a déjà dans sa classe. Si on a une pratique de classe avec déjà suffisamment d'autonomie, de confiance, on a installé des relations de qualité, la place de l'entraide, la place de la parole, de l'écoute. Si ça s'est installé en place, ça va être beaucoup plus facile d'emmener les enfants à l'extérieur parce que le cadre, il est déjà posé. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci Pascal, vraiment, merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de choses. Donc, Julie, tu peux maintenant allumer ton micro, s'il te plaît. Et donc, Julie Ricard, toi, Julie, à Plonéis, à côté de Quimper, tu as créé la Forest School autour du feu, la première Forest School créée en Bretagne. Il y a quoi, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. 3 ans. 3 ans, voilà, c'est tout à fait récent. J'ai eu le plaisir de découvrir ça en 17, de faire une assemblée générale dehors autour du feu pour le RPPN et puis après de faire des stages avec toi là-bas. C'était aussi vraiment un grand bonheur de découvrir ce site et puis d'accueillir des stagiaires pour les aider à créer leur propre Forest School. Là, il y a un gros engouement pour la création de Forest School, de cette idée donc d'un site, d'une forêt éducative qui va faciliter les choses pour les enseignants, pour qu'ils aient accès plus facilement à des lieux de nature qui sont adaptés pour la question éducative et avec un accompagnement. Donc, Julie, toi, tu as des expériences avec des enseignants, du public, du privé. Et voilà, si tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe. Merci. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, oui, effectivement, moi, je travaille en tant que pédagogue par la nature dans une forest school. Peut-être que je vais commencer par juste expliquer comment on fonctionne dans une forest school parce que à l'heure actuelle, ça veut dire un petit peu deux choses en France. Il y a l'idée d'une école en forêt, donc une école qui serait du lundi au vendredi avec un groupe d'enfants ou plusieurs groupes d'enfants comme une école hors contrat. Et puis, il y a des structures comme la nôtre à Autour du Feu où on n'est pas une école, on fonctionne sous forme d'ateliers ou de partenariats avec les écoles locales. Voilà, donc on a des ateliers qui sont à destination de différents publics, dont certains, les écoles du coin. Ce qu'on essaie d'encourager, c'est des partenariats sur du temps long. Parce que la priorité pour nous dans le processus de pédagogie par la nature, c'est la récurrence de ce contact avec la nature. Et ce serait peut-être mon premier conseil, c'est d'y aller et d'y retourner le plus souvent possible. Parce que c'est une bonne manière de développer nos compétences à nous, accompagnants, et celles des enfants que l'on accompagne, et de voir sur du temps long l'évolution de notre groupe et aussi de se connecter à ce qui se passe dans l'environnement, dans le vivant, de se connecter au dynamisme et à l'évolution constante du vivant auquel on appartient. Voilà, donc nos partenariats avec les écoles, on a des partenariats effectivement qui sont alors selon les moyens, les capacités, les envies de chaque équipe.
On est sur des visites une fois par mois ou une fois par saison parfois. On travaille avec l'équipe enseignante sur les priorités et leurs besoins. Et on est essentiellement, alors, on a un fonctionnement où les enseignants justifient, on va dire, de l'impact pédagogique en termes d'objectifs du programme, comme ils veulent. Et puis, à côté de ça, on a une discussion sur quel savoir-faire, quel savoir-être on a bien envie d'explorer. Donc, on est plutôt sur cet aspect-là dans la pédagogie par la nature et dans le travail avec les écoles. Voilà, alors après, les enseignants justifient de leur côté sur l'aspect du programme qu'ils ont exploré pendant ces journées-là. Et voilà, et on peut partir sur des thématiques particulières qui donnent un lien, un fil conducteur, un peu un fil rouge aux activités qu'on propose, mais on est vraiment sur des apprentissages qui sont centrés sur les enfants, c'est-à-dire que on est sur des propositions d'activités plutôt que sur des activités imposées ou du travail par petits groupes fixes. Voilà, donc ça c'est pour notre travail à nous, Forest School, pédagogue par la nature, avec les équipes enseignantes. Et quand Roland m'a proposé de participer à ce webinaire et qu'il m'a dit: «Julie, il faut que demain, on ait un max d'enseignants qui veulent partir avec leur classe dehors», je me suis dit: «OK, comment est-ce que on déclenche ce déclic?» J'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'être expert. Pour moi, c'est vraiment le début de tout. On n'est pas des experts. Vous êtes des experts en pédagogie. Vous connaissez vos classes, vous connaissez vos groupes. C'est quasiment, c'est tout ce qu'il faut. Et votre envie d'y aller. Voilà, donc c'était un peu ce par quoi je voulais commencer parce que souvent dans mes échanges avec les enseignants, ces freins, c'est ces croyances qu'on a sur notre capacité à accompagner les enfants en nature, notamment à leur partager des connaissances sur la nature. Pas besoin de ça, en fait, hein. Il y a des bouquins pour ça. Il y a des animateurs nature ou des éducateurs en environnement qui peuvent peut-être travailler avec vous si effectivement c'est votre envie. Après, dans la nature, il se passe tellement d'autres choses que d'apprendre des choses sur la nature. Et ça, votre œil de pédagogue va le voir. Et vous allez pouvoir justifier des apprentissages qui ont pris place pendant votre sortie. Et ce sur quoi je voulais peut-être enchaîner, c'était votre présence. Il y a quelques années de ça, je disais posture. Finalement, avec Roland, on se dit que présence, c'est tellement mieux. C'est votre présence d'adulte accompagnant. Et donc, ce que j'encourage souvent chez les enseignants qui sortent avec leur classe en nature, c'est vraiment cet aspect présence presque un petit peu en filigrane ou en périphérie, hein. Justement, la nature est si riche, si inspirante pour les enfants que l'adulte a beaucoup moins de rôle à jouer, si ce n'est d'être le garant d'un cadre de sécurité et physique et affective, émotionnelle. Mais à part ça, presque, vous pouvez vous effacer et observer et profiter de cette opportunité de voir les enfants de votre groupe sous un autre angle. Parce que souvent, le petit malaud qui casse un peu les pieds en classe, eh bien, il va briller en nature, il va être enthousiaste, il va même peut-être essayer de décoder un petit panneau parce qu'il est hyper motivé et que ça fait sens pour lui. Et la nature, finalement, devient à la fois le tremplin d'apprentissage, le moyen d'exploration de ces apprentissages et une possibilité de réinvestir des apprentissages qui ont été conduits en classe.
Finalement, c'est cette espèce de triptyque où la nature peut intervenir à tant de niveaux et de moments de l'apprentissage. Voilà, donc cette présence, cette observation et cette possibilité d'être là avec les enfants, peut-être encore plus que vous pouvez le faire en classe, et juste de partager leur joie, leur découverte, avec votre joie et votre enthousiasme à vous, votre émerveillement. Voilà, enfin pour moi, c'est vraiment essentiel. Je voulais aussi peut-être continuer sur l'idée que sortir avec des enfants ou avec votre classe en nature, c'est l'opportunité de retrouver notre place collective dans un écosystème. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que alors dans un écosystème, dans l'écosystème de la forêt, y a-t-il l'enseignant et les enfants? Peut-être pas. Il y a peut-être en groupe des êtres humains, des êtres vivants qui partagent une expérience de nature. Dans l'écosystème de la forêt, y a-t-il les parents et l'enseignant? Il y a peut-être juste des êtres humains aussi. Ce que je veux dire par là, c'est finalement, c'est l'opportunité vraiment d'une co-éducation. Et je rejoins vraiment ce qui a déjà été dit sur l'opportunité d'embarquer les parents, de dépasser parfois ce qui peut causer des petits conflits, des zones de tension dans la relation parent-éducateur, pour co-construire. Tu finis en 1 minute, Julie, 1 minute? Il me reste qu'1 minute. Ah bah oui, Julie, désolé, 10 minutes, c'est même pour toi. Voilà, et cette idée de co-construire avec les parents, c'est aussi la possibilité de co-construire avec vos collègues. Et effectivement, parfois, c'est pas facile, mais je rejoins vraiment ce que tu disais, Pascal, sur la communication. C'est faire de la pédagogie à tous les niveaux, finalement, pour laisser la nature convaincre. Parce que quand on voit l'enthousiasme et la joie des enfants et tous les apprentissages qui s'y passent, ça passe tout seul, presque, avec beaucoup de persévérance. Quand même. Merci beaucoup, Julie, merci. Très bien, donc n'hésitez pas à formuler vos questions dans vos esprits parce que ça va bientôt être le moment de les faire connaître, vos questions, puisqu'on va relancer après l'intervention d'Hélène. Donc, Hélène Pagnin, je vous disais, qui est enseignante aussi dans l'école publique à Tarbes et qui pratique aussi dehors. Hélène, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui permet de sortir facilement? Qu'est-ce qui permet de faire le premier pas? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par vous, Julie, Pascal, Sylvie, dans lesquelles je me retrouve vraiment et qui résonnent pour moi. Alors, je vais essayer de ne pas répéter les mêmes choses. Alors d'abord, je veux juste dire 2-3 petites choses sur le pourquoi. Il y a un livre qui s'appelle « Une enfance en liberté » de Richard Louv, qui parle du syndrome du manque de nature. Voilà. En fait, c'est l'idée que la relation entre les personnes, les humains et la nature s'est modifiée au fil des années et qu'il y a eu des conséquences sur la santé physique et psychique des enfants et des adultes aussi d'ailleurs. Et du coup, l'idée d'aller dehors, c'est vraiment d'essayer de transformer ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. On voit, voilà, si le groupe Rien Chauté École a vu le jour, c'est parce que d'abord, il y avait un rêve d'imaginer que tous les enfants puissent être bien à l'école et ailleurs d'ailleurs, et un constat quand même de beaucoup de souffrance, notamment dans l'éducation nationale, des enfants et des adultes qui y sont. Et un autre constat de beaucoup d'initiatives très innovantes et de belles expériences qui étaient à la fois dans
dans l'éducation nationale et à l'extérieur, donc avec les forest schools, avec les écoles alternatives. Et du coup, on essaye de chercher comment est-ce qu'on peut ramener finalement de la vie chez les enfants, dans l'école. Voilà, donc je pense que essayer de soigner ce syndrome, ça fait partie des pourquoi. Et je vais dire une autre chose qui me tient à cœur, parce que si j'ai eu envie aussi de chercher, c'est parce qu'il me tient à cœur de protéger la planète, le vivant. Et je pense que d'offrir aux enfants un autre regard, une autre façon d'habiter la Terre, en les ramenant dans la nature, pour moi, ça va les amener forcément à l'aimer et du coup avoir envie de la protéger plus tard. Voilà, et après, pour parler plus pour pas vraiment répéter tout ce que vous avez dit sur la santé, il y a aussi un aspect qui me paraît vraiment important, c'est l'autonomie. Dans notre société aujourd'hui, on a besoin de personnes autonomes dans différents domaines, que ce soit dans le comportement, dans l'autonomie physique. On a parlé un petit peu de tout ce qui se passait dans la nature, évaluer la prise de risque. Je pense que dans la vie, c'est quelque chose de très important et dans la nature, ça se fait complètement naturellement. Donc, c'est un enjeu, c'est aussi tout ça, ça regroupe des enjeux qui sont à la fois pour les enfants, pour l'école, mais qui sont aussi pour la société. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Après, comment faire pour y aller? J'ai entendu pas mal d'idées qui m'étaient venues aussi. Déjà, il y a une chose, je pense, que vous avez peut-être dite, mais qui me semble importante, c'est ne pas être trop exigeant avec soi-même et ni avec les enfants, en fait. Juste avoir confiance dans ce qui peut se passer et avoir confiance en soi, avoir confiance en les enfants et avoir confiance surtout en la nature. Oser et commencer petit à petit. C'est un petit peu, il me semble que quand on cherche à aller dans la nature, c'est que d'une certaine façon, on s'est posé des questions et que peut-être dans la classe, on a déjà commencé à changer aussi notre façon d'enseigner. Je ne sais plus, une de vous qui parlait je crois que c'est Pascal, tout ce qu'on a pu instaurer déjà dans la classe en autonomie, en entraide, en coopération, en éducation émotionnelle. Tout ça, ça va nous aider à aller dans la nature. Et quand on fait tout ça, déjà, on le fait petit pas par petit pas. On ne change pas tout du jour au lendemain. Donc, bien sûr, on ne va pas aller dans la nature dès le départ, tous les jours, dehors, etc. On peut se dire, voilà, tiens, demain, je sors une demi-heure dans la nature, je sors une demi-heure. Et je pense que peut-être la première chose à faire, ce serait de sortir. Alors, ça peut être dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation, il y a du soleil, il y a du vent, il y a souvent des arbres quand même encore. Il y a les autres, les enfants qui sont là, et il y a nous-mêmes. Et du coup, peut-être se dire, voilà, là, je vais juste passer un moment dehors avec mes élèves, les regarder, quoi. Juste les observer. Alors, si on a la chance d'avoir de l'herbe, d'avoir un petit jardin, c'est encore mieux, mais s'asseoir et les regarder, quoi, les observer. Et je pense que déjà là, je suis pratiquement sûre que chaque enseignant, même un enseignant qui n'est jamais allé dehors, il va ressentir des choses et le lendemain, il va avoir envie d'y retourner, quoi. C'est sûr. Et du coup, après, il y a Pascal aussi en a parlé, l'idée d'aller dehors avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que si on aime la musique, on peut aller chanter dehors. Si on aime les arts, on peut aller faire du dessin, on peut faire du land art dehors, si on aime les sciences, eh bien, on va partir sur des aspects scientifiques, d'observation des insectes, des arbres, de la température, de qu'est-ce qui peut se passer, de dessiner les ombres des enfants avec le soleil au cours de la journée. Si on aime les maths, eh bien, on va prendre des glands, des châtaignes et des objets de la nature et on va les compter. On va inviter les enfants à aller en chercher. Moi, je le fais, voilà, je leur dis, allez, on va chercher 10 glands, après on va aller chercher 8 châtaignes et puis on va compter combien ça fait. Enfin, je veux dire, du coup, en plus, on n'a pas la déstabilisation de dire, bon, j'apprends rien en étant dehors. Pour le début, hein, je veux dire, on peut faire de la lecture, on s'installe confortablement dehors, même dans la cour de récréation. Et là, on lit une histoire à nos élèves. Les enfants, ils vont sentir le soleil, ils vont sentir le vent, ils vont être dehors. Et puis après, il y a le sport. Enfin, je veux dire, on fait déjà dehors, mais du coup, ça permet de faire ce premier pas dehors. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bien sûr, une fois qu'on sera allé dehors, et là, je ne suis pas pratiquement sûre qu'on a envie d'y retourner, on va avoir besoin pour continuer peut-être de chercher, donc trouver des ressources. Et ça, des ressources, il y en a
énormément, des ressources documentaires, des livres, des sites internet, il n'y a aucun problème, on trouve tout. Et demander de l'aide. Moi, je pense particulièrement à la situation à Bordère et dans les Hautes-Pyrénées. On a le CPIE, on a Arpiculture, c'est des associations qui proposent des activités pour nous aider à aller dehors avec nos élèves. Et nous, on a un animateur qui est peut-être là d'ailleurs pendant le webinaire, qui s'appelle Sylvain Rondy, c'est un animateur science. Vous l'appelez, vous lui dites, voilà, Sylvain, moi j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire un nichoir, j'ai envie d'installer un jardin. Lui, il vient, il vous aide. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça, et je pense qu'il n'y en a pas que dans les Hautes-Pyrénées, il doit y en avoir partout. Ça, je pense que c'est vraiment précieux parce que si on a du mal à se lancer, avoir le soutien d'une autre personne, c'est vraiment chouette. Voilà, donc avoir confiance, être patient. Il y a Charlène, au dernier webinaire, qui a parlé d'une expérience de lâcher prise énorme. Donc, effectivement, lâcher prise et peut-être se mettre dans la posture dont tu parlais, Julie, tout à l'heure, d'une présence périphérique. Ça permet de lâcher prise parce qu'en fait, on va voir ce qui se passe. On va voir que les élèves, on va voir que la nature va offrir tout ce qu'elle a à offrir aux enfants. Et finalement, peut-être que c'est un peu comme dans la pédagogie Montessori. Le but, c'est que l'adulte se retire petit à petit et que finalement, tout se passe sans lui. Et dans la nature, je pense que c'est pareil. Donc, de fait, le lâcher-prise va arriver à un moment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans la nature? Moi, il y a quelque chose qui… Bon, si demain, je vous propose d'aller dans la nature, effectivement, aller dehors et puis observer les enfants, c'est une chose. Mais il y a des choses très, très simples à faire par rapport à des jeux sensoriels. Moi, la première chose que je propose à mes élèves, c'est par exemple, on est dans la classe et à tout moment, ils ont la possibilité de sortir. On a la chance d'avoir un petit jardin juste à la sortie de la classe. Ils ont la possibilité de sortir et d'aller s'asseoir en silence et de prendre un temps pour eux. Je leur propose de sentir quand c'est le moment pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un objet qui permet d'aller dehors. Si cet objet est là, c'est que voilà, il n'y a personne dehors, donc ils peuvent y aller. Et là, ils prennent ce temps déjà seuls. Ils écoutent, ils sentent, et puis ils se retrouvent avec eux-mêmes. Donc ça, c'est tout simple. On peut le faire même dans la cour de récréation. Hein. C'est juste les inviter à se retrouver seuls dehors et à sentir ce qui se passe. Tu peux conclure, Hélène? Oui. En 1 minute, en 30 secondes. Là, alors ce qu'on peut faire vraiment très simple, c'est donc aller dehors et proposer aux enfants d'écouter un concert, donc le chant des oiseaux, si on a la chance d'en avoir près de nous. Peut-être aussi, très simple aussi, c'est d'aller dehors et de leur proposer de marcher à la manière des animaux, ensemble, à la manière de tel ou tel animal. Récolter aussi, récolter par exemple des matières contrastées, du dur, du mou, du mouillé, du sec, du doux, du piquant. Récolter des couleurs, des odeurs. Voilà, le land art, très très simple, on ramasse des objets de la nature et on fabrique un objet. Et après, on peut faire aussi beaucoup d'activités, j'en ai parlé, par rapport à des activités de classe dehors. Et là, c'est très rassurant puisqu'on continue à quelque part apprendre des choses, si ça peut nous rassurer au début, de calcul mental, des mesures de la géométrie, reconnaître des formes géométriques dans des éléments de la nature. Voilà, faire des jeux collectifs, faire des jeux coopératifs dehors, et puis parler de ses ressentis. Voilà. Juste être là et puis pouvoir sentir comme ça fait du bien, peut-être après inviter les enfants à parler de ça, juste après être sortis demain, qu'est-ce que ça vous a fait, comment vous êtes sentis et puis soi-même se demander comment on s'est senti aussi, parce que je pense que du point de vue des enseignants, et puis vraiment juste, je termine par ça, Pascal en a parlé aussi, c'est l'idée d'avoir un autre regard sur nos élèves et puis de permettre aux enfants de révéler qui ils sont dans un autre milieu. Vraiment, je pense que on peut soigner beaucoup de choses avec la nature. Les enfants peuvent soigner la nature et la nature peut soigner les enfants. Merci. Voilà. Merci Hélène, merci beaucoup. Donc maintenant, c'est la 3e phase avec Laure qui a dû récolter des questions. Et donc, Laure, si tu peux prendre la parole, nous dire qu'est-ce que tu as comme question. Alors, voilà. alors
C'est pas Voilà. super. Ouais. C'est juste horrible. Là, c'est bon, Laure. Ah non, il n'y a plus son micro, donc elle va se déplacer, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions parce que Laure va continuer. On arrive. Hélène? Voilà, c'est bon. Ça y est, comme on a un petit problème technique, je passe par là. Voilà, donc j'ai fait un peu la petite récolte. Il y avait Hélène qui voulait dire un mot, Laure. Donc, Oui. Hélène. Juste un petit mot dans l'entre-deux, là, juste pour vous donner quelques petites infos. On a été jusqu'à 138 et le compteur commence à baisser. Et j'invite quand même tous les participants à nous dire, avant de partir, nous déposer un petit cadeau pour nous et nous dire quel va être leur prochain petit pas dans le domaine de l'éducation à l'environnement et dans le domaine d'amener les enfants dans la nature. Okay. Voilà. Racontez-nous ça vite fait en une phrase ou deux dans le fil de discussion. Merci à vous. Merci Hélène. Donc Laure, les questions. Oui, coucou. Voilà, donc j'ai essayé de… Bon, je me disais qu'il y avait des questions plus personnelles pour différents intervenants qui pourraient être répondues par chacun dans son temps. Là, j'ai pris des questions plus générales pour que ce soit plus riche pour tout le monde, en fait. En fait, je me suis rendu compte que c'était les mêmes questionnements de la part de parents et de la part d'enseignants, en fait. C'était assez ça paraît normal. Des parents qui se demandent comment ils pourraient sensibiliser les enseignants et le corps, tout le corps de l'école, en fait, pour que leurs enfants puissent accéder à une école où il y ait de la nature. Et des enseignants qui se demandent comment ils peuvent favoriser le lien avec les parents pour que leurs enfants puissent bénéficier de ce lien à la nature, quoi. Donc, il y a les parents et les… D'accord. Je crois que c'est une question intéressante et vraiment importante à prendre un petit moment. Ouais, Sylvie, je pensais aussi à toi. Dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que tu vois comme moyen pour embarquer les parents dans l'affaire? Alors, en fait, déjà, le lien des repas, de l'alimentation. Ça, c'est la première chose. En fait, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les couches sociales de la société, qu'on soit écolo ou pas écolo, il faut manger. Voilà. Donc, moi, ça tourne surtout autour de ça et ça rallie énormément de monde. Et une année, j'ai fait un livre de cuisine avec les recettes des parents. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai eu du mal à aller chercher des parents qui, en fait, le lien avec l'école, c'est hyper compliqué, mais pas forcément le lien avec la nature. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai tenu à ce que tous mes parents d'élèves proposent leurs recettes et leurs recettes de famille. Avec des produits locaux et principalement végétariennes. Voilà, et ben j'ai réussi. J'ai fait un bouquin de cuisine et on a réussi avec certains à faire un repas partagé. Beaucoup d'entre eux sont venus, sont rentrés dans l'école alors que l'école, c'était quelque chose de compliqué pour eux. Et du coup, ils ont dit, en fait, je les ai mis à égalité. On a les mêmes problèmes. Voilà. Les mêmes problématiques. Ça, c'est la première chose, vraiment passer par l'alimentation. Et du coup, on a un projet goûter à l'école. Voilà, du coup, aller vers un goûter. Et j'ai un atelier alimentaire qui va se faire pour les parents d'élèves hors temps scolaire. Je suis désolée, on passe beaucoup de temps hors temps scolaire pour eux, mais bon, c'est comme ça. Et quand on aime, on ne compte pas. Et puis… c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, il y a un problème d'attention. Voilà, que ça soit chez les adultes ou chez les enfants, tout est en urgence, c'est la société du zapping. Donc, du coup, l'idée de se poser, d'apprendre aux adultes, on va se poser. Voilà. On va se poser contre un arbre, on va se poser dans la cour de l'école, dans la prairie, on va se poser, je sais pas moi, on va se poser dans le parc. Alors, je parle beaucoup pour les enseignants et les parents qui sont en ville où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on va se poser et ne rien faire. Qu'est-ce que c'est bien, apprendre à ne rien faire. Voilà, on regarde la fourmi qui passe. C'est pas obligatoirement, on n'a pas de pensée. C'est pas ça, parce qu'on a toujours des pensées qui passent. Mais dire, bon, on les pose là, voilà.
ça passe. Et ça, c'est hyper important, et pour les collègues aussi, hein, je vous assure. Voilà, donc… Quelqu'un d'autre peut-être sur ça? Pascal, Julie, Hélène? Sur le lien avec les parents, comment? Ouais. Oui, Pascal? Oui, je veux bien dire un petit mot. Moi, je pense que quand on a le sentiment que les enseignants ne sont pas motivés, déjà la première des choses, c'est quand même d'aller en parler, parce que parfois, ce n'est pas un problème de motivation, c'est qu'on a beaucoup de choses à gérer et que ça peut ne pas être la priorité. Par contre, il y a vraiment des enseignants qui peuvent réagir positivement si on vient positivement en proposant de la ressource, par exemple en proposant une animation d'activité, ou en proposant d'accompagner, ou juste en disant on est là si jamais vous voulez faire des activités de nature, ça nous semble important, on veut bien être un soutien. Voilà. Déjà, y aller dans cet esprit-là. Et puis, si dans une école c'est un peu compliqué, aller voir l'enseignant avec lequel on se sent le plus à l'aise pour en parler. C'est pas toujours l'enseignant de notre enfant. Parfois, il faut rentrer par d'autres portes, celui avec qui on a été le plus à l'aise. Et puis, il y a une autre porte, c'est les associations de parents d'élèves et le conseil d'école. Donc, voilà. Apporter des arguments pour dire les bénéfices des sorties en nature, et du coup, voir comment ça répond. Ça peut prendre du temps, mais… Et Julie, tu avais quelque chose, ou Hélène? Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, c'était plutôt du point de vue des enseignants. On a un gros rôle à jouer, selon moi, pour faire rentrer les parents dans l'école. Parce qu'en fait, souvent, eux ont peur, ont des peurs, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables, ou qu'on ne veut pas les accueillir. Et je pense que nous, les enseignants, on a une responsabilité par rapport à ça. Donc, d'abord, c'est pas… On t'entend moins bien, Hélène. Pardon. Je disais que nous, les enseignants, on a une responsabilité d'aller à la rencontre des parents et de remettre et de redonner confiance dans les parents, et de les inviter à nous rencontrer et de les inviter à venir dans l'école. Alors, en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué avec le contexte, quoique dehors, finalement, ce soit possible. Du coup, recréer un lien de confiance avec les parents, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on va pouvoir partager des choses avec eux et leur proposer de venir dans l'école, de participer, de vivre avec nous un moment de classe ou un moment d'atelier, et peut-être après d'aller dehors aussi avec eux. Mais moi, voilà, je pense qu'on a une responsabilité, nous les enseignants, parce qu'on sait, enfin, nous on maîtrise le lieu où on est, et il faut qu'on invite les parents dans l'école et qu'on partage des choses avec eux, et qu'ils sentent qu'on est au même niveau, qu'on fait tous partie de la communauté éducative, et qu'ils ont largement même plus de légitimité que nous dans l'éducation de leur enfant, ce qui souvent n'est pas acquis dans leur esprit. Voilà. Ok, merci. Donc, Laure, si tu as une autre question, à moins que Julie ait vraiment un truc important tout de suite. Non. Alors, Laure, si tu as une autre question maintenant. Oui, il y a toujours un peu ces histoires de personnes qui se retrouvent dans des lieux où il y a très peu de nature, et c'est toujours ces questions, comment sensibiliser à la nature quand il n'y a pas de, que les acteurs ne sont pas sensibilisés, que la cour, par exemple, de récréation, il n'y a pas du tout de nature, c'est très compliqué. Les personnes s'interrogent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on met en avant par rapport à ça, l'enseignant qui a vraiment très peu de nature? Est-ce que c'est parce que cette personne ne voit pas le peu de nature qu'il y a, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez rencontré cette difficulté déjà, Sylvie? Sylvie et Pascal, peut-être derrière. Oui, ouais, oui. Alors, j'ai des associations de parents d'élèves qui ont fait des jardins partagés à l'entrée de l'école. Alors, même en ville, ils ont fait dans des palox, donc les grosses caisses à pommes. Donc, ça, c'est possible. Ils ont proposé. Du coup, les jardins partagés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur de l'école et les enseignants n'ont pas à le faire. Ça, c'est hyper important. Et moi, je sais que ça a vraiment soudé la communauté. Il y a une grosse communauté qui vient du Maghreb, qui vient d'Afrique. Et du coup, non, mais attends, la menthe là, tu me mets pas cette menthe-là, moi je vais t'amener la menthe. Et c'est incroyable les liens que ça a pu créer. Voilà. Et du coup, les enseignants, ils étaient contents, ils n'avaient pas à s'en occuper. C'était à l'extérieur de l'école. Voilà, ça c'est une proposition pour les parents. Et ensuite, les activités du CPIE. Le CPIE, donc c'est la maison pour l'environnement. Il y en a partout dans tous les départements du Tarn-et-Garonne, et ils ont un pack
complet d'activités dans la nature et à l'école. Enfin, bon, voilà, vous pouvez proposer ça. C'est vraiment très, très intéressant. C'est très complet. Ok, merci. Pascal? Faire entrer la nature à l'école, il y a quand même des choses à faire, hein, vraiment dans sa classe, ramener autant que possible, mettre des plantes vertes. Moi, j'ai vraiment eu des expériences. Je me rappelle d'un atelier philo avec des grands où un enfant qui avait du mal à prendre la parole, il allait toujours s'asseoir à côté d'une grande plante verte, comme si ça allait lui donner de la confiance. Donc, tout de suite, on voit que la nature agit, donc des plantes. Même si on n'a pas beaucoup de place, j'ai eu des classes minuscules, une classe de 38 mètres carrés avec 30 enfants. Il y avait quand même un espèce d'arbre. Alors, il y avait juste le petit tronc et puis l'arbre au-dessus. Mine de rien, ça habite tout de suite. Et d'ailleurs, les parents qui sont venus l'année où je suis arrivée, ils m'ont dit, vous avez fait quoi à la classe? Et en fait, je n'ai pas fait beaucoup de choses. J'avais enlevé du mobilier et j'avais mis cet arbre à une bonne place en plein centre de la classe. Donc faire rentrer la nature dans l'école. Dans la cour, il y a quand même des aménagements à faire, ramener des jardinières, planter tout ce qui est jardin avec des plantes aromatiques, parce que ça va amener du sensoriel. Les nichoirs, enfin bon. Et puis aussi voir vraiment ce qui est à côté. Des fois, moi je me rappelle d'une commune où on allait visiter des jardins, et ça peut être des jardins particuliers parce qu'on ne l'a pas à l'école, mais à côté de chez nous, il y a peut-être une maison où il y aura un jardin. Donc on va peut-être pouvoir aller faire un tour dans le jardin. Voilà. Et puis chercher les ressources auprès des parents. Il y a quand même des parents. Moi, j'ai toujours trouvé des ressources auprès des parents. Même s'il y en a peu, lancer un appel, dire voilà, je veux développer quelque chose sur de la nature. Si vous avez des idées, des ressources. Et puis il y a les livres aussi, les livres déjà pour nourrir, motiver les enfants peut-être à ramener des choses à l'école. Voilà. Ouais, Christelle Ferjou le dit dans son livre Emmener les enfants dehors. Là, Christelle Ferjou, elle explique qu'à chaque fois qu'elle a eu une nouvelle école, elle a toujours trouvé un endroit au fait où faire quelque chose, quoi. À chaque fois, elle a trouvé parce qu'elle a demandé. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à formuler ses demandes, à demander aux parents, à demander à la mairie, à faire savoir que on cherche un terrain. Nous, avec Sylvie, on était super bien accueillis par Jocelyne et son compagnon. Julie. Je voulais juste rajouter effectivement la dichotomie nature-ville. Je ne suis pas sûre qu'elle soit pertinente. La nature, elle est partout. C'est souvent juste le coup d'habituer son regard à trouver la nature en ville, même si peut-être ce n'est pas la nature idéalisée d'une belle forêt, etc. Hein, il y a de la nature. Donc, effectivement, on peut faire les mangeoires, les nichoirs, les jardinières, etc. On peut ramener des choses dans notre cour. Il ne faut pas hésiter à ramener des grandes branches, demander à des parents qui ont taillé leur haie de ramener, au lieu d'amener à la déchetterie leurs déchets verts, eh bien, ils vous les emmènent dans votre cour. Et les enfants pourront les utiliser pour faire des cabanes. Voilà, il y a tellement de possibilités de mettre en place ces circuits courts de coopération dans la communauté. Et puis, il y a aussi, moi, je suis un peu branchée bac à boue, mais plutôt que bac à sable, mais créer un bac à boue dans la cour de récré, c'est facile. Ça coûte rien. Et les enfants peuvent y patauger. Et s'il y a des freins du type « Ah oui, mais ils vont être tout seuls, etc. », effectivement, on organise des rechanges. On a une sélection de bottes que les enfants peuvent chausser pour aller en récré. Et tout de suite, ça emmène toute cette expérience sensorielle autour de la boue, tout ce qui est le côté scientifique, etc. Et moi, j'ai rédigé une éloge du bac à boue et un petit pack bac à boue que je distribue avec grand plaisir aux enseignants qui veulent en parler à leur direction, qui comporte les freins, les leviers, l'analyse de risques et de bénéfices de l'activité. Voilà. Merci Julie. Laure, je reviens auprès de toi si tu as une troisième question. Juste, Roland, je voulais rajouter un truc. Hélène. Par rapport pour relier au bac à boue, on peut facilement fabriquer dans des cours d'école des parcours sensoriels en mettant un bac avec des feuilles, un bac avec de l'eau, un bac avec du sable, des cailloux, et du coup installer ça dans la cour d'école et que ce soit accessible aux enfants avec le bac à boue. Pourquoi pas? C'est génial cette idée. Ok, merci.
Sylvie, rapidement. Oui, ils adorent fabriquer des cabanes avec les éléments naturels qu'on peut trouver autour ou qui ramènent. Voilà. Et du coup, ils ont découvert l'isolation en mettant de la paille qu'ils avaient trouvée avec de la boue. C'est génial, ils m'ont fabriqué des… C'était super. J'ai eu un cours de construction de cabanes, mais c'est cabanes de lutins. Donc, l'idée, c'est d'après fabriquer les lutins. C'était vraiment génial. Et la deuxième chose que je voulais dire, qu'ils aient un petit carnet de vie. C'est-à-dire le carnet de vie, moi je leur donne, ils le ramènent à la maison et c'est un petit peu leur journal intime des vacances. Et on peut le faire aussi à l'école. Ils vont ramener la plume d'un oiseau qu'ils ont vu, qu'ils ont trouvé, et du coup recherche du nom de l'oiseau, etc. Et ça relie avec les apprentissages, surtout avec les enfants en difficulté. Les enfants en difficulté n'auront aucun souci à parler de ce qu'ils ont trouvé et à rechercher dans les livres, et du coup ils le liront, ils l'écriront. Que le livre d'école, c'est pas possible. Merci. Laure, troisième question. Oui, là, je vais essayer de relier plusieurs questions. Si tu veux parler bien au milieu, parce que sinon on entend moins bien. Ouais, ok. Peut-être une personne se demandait si la formation des enseignants, en fait, serait pas, enfin, l'approche sensorielle et de la nature serait peut-être à penser au niveau de la formation des enseignants. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là? Merci beaucoup. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des associations, justement, en France, qui regrouperaient toutes les initiatives et toutes les recherches qui sont faites à ce niveau-là pour peser? OK. Voilà. Peut-être faut que tu prépares la quatrième question, parce que comme dirait l'artiste, la question va être vite répondue. Donc, Sylvie, tu as fait un signe explicite. Oui, il y a très peu. La formation pour les enseignants en France, c'est juste minable. Excusez-moi. Merci. Donc, Pascal, sur la formation, ou Hélène? Moi, je peux dire que si on a créé Graines d'école, c'était pour répondre au manque de formation des enseignants dans un certain nombre de domaines. Voilà. Donc, la question est vite répondue. Hélène? Moi, je dirais la même chose pour réenchanter l'école. Hein. C'est pour ça qu'on l'a créé. Et du coup, je pense que les enseignants sont obligés de se former par eux-mêmes pour le moment, mais j'espère bien que ça va changer. Donc, Julie, en Bretagne, non. En revanche, il y a beaucoup de formations pour les enseignants, c'est ça, en Bretagne? Non. Non, mais moi, je suis en train de voir avec l'inspection académique, avec qui on a des liens assez bons, on va dire, et pour effectivement incorporer un petit peu de formation aux enseignants du coin. Bon, après, c'est un cas particulier. Nous, on a beaucoup d'enseignants qui font nos formations ou la formation passeur de nature. Effectivement, je pense que c'est la réalité à l'heure actuelle. Oui, alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la formation passeur de nature? Donc, c'est Émilie. C'est Émilie Laguette qui fait donc Éveil et Nature, qui a une formation en ligne. OK. Voilà, qui parle de pédagogie par la nature. Et puis nous, on fait les formations en présentiel du RPPN. Alors, j'ai adoré une remarque d'une participante. C'est bien pour ça que nous sommes là un dimanche. Oui. Bientôt la nuit. Bon. Excellent. Merci. Laure, est-ce que tu as une dernière question? Parce que là, après, on va passer dans les temps de conclusion. Donc, Laure, si tu as une dernière question. Là, c'est plutôt en fait des questionnements de la part d'animateurs nature ou d'animateurs culturels, en fait, qui se demandent comment ils pourraient étayer le travail des enseignants, comment il pourrait y avoir une articulation pour soutenir, en fait, et pour que tout leur travail à eux prenne aussi du sens, que ce ne soit pas découpé, que ce ne soit pas voilà, 2 heures là, coupé, et puis hop, ou une demi-journée. Enfin, comment penser quelque chose pour que toutes les forces soient riches et enrichissent. OK. Oui, Sylvie. Oui, l'idée, c'est qu'ils préparent, en fait, qu'ils écrivent leur projet. Voilà, qu'ils écrivent un projet global qui peut s'inscrire dans une année scolaire et où ils peuvent embarquer effectivement dans leur projet une ou plusieurs écoles et le proposer à l'inspection académique. Voilà, c'est vraiment l'idée que ça soit bien écrit, bien ficelé et pas cher.
Ok. Voilà, Hélène, parce que les finances, c'est vraiment un problème. Hélène, oui. Oui, nous, ce qu'on pense faire dans le 65, c'est se rencontrer avec justement les associations CPIE, Arpiculture, peut-être du coup les écoles alternatives qui sont dans le département et les enseignants et le groupe Réenchanter l'école et essayer justement de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait créer qui soit le plus pertinent possible par rapport aux besoins des enseignants dans l'éducation nationale et de la communauté éducative d'ailleurs. Et donc, je pense que ça se crée tous ensemble en fonction des besoins, des possibilités, de ce qui existe localement sur les territoires. Donc ça se crée et que les animateurs nature du département qui le souhaitent nous rejoignent et on travaillera ensemble pour proposer des choses aux enseignants qui soient bien adaptées, voilà, qui leur permettent de se lancer. Pascal, sur ça, sur les… Non, pas plus. Moi, je crois beaucoup à la rencontre directe, donc à se parler, aller voir des écoles proches, à trouver un interlocuteur, à échanger et voir les besoins des enseignants pour adapter les réponses des animateurs. Voilà. D'accord. Sylvie. L'idée de l'Agora Colibri rééducation, reconnexion à la nature, la finalité, c'est que tous les intervenants, Marie-Hélène Pillot notamment, qui s'occupent de ça, a pour fonction justement de rassembler tous les acteurs au niveau national. Et d'ailleurs, il y avait qui a été proposé la fondation qui a proposé aux écoles nationales, aux écoles publiques. Roland, souviens-toi, la fondation, je ne sais plus quoi, qui a proposé une enveloppe pour les projets dans la nature. Nature et Ça a découverte. été l'année dernière, oui. Peut-être Nature et découverte, je ne sais pas. Non, c'est pas non, c'est pas la Fondation Nature et Découverte. Symbiosis, c'est pas Symbiosis? Oui, Symbiosis. Voilà. Donc il y a. Bravo Hélène. Donc, il y a la Fondation Nature et Découverte aussi qui était présente sur l'Agora et ils sont en train de nous préparer et ça a été bloqué par le Covid et du coup, je pense que ça va repartir dès que l'épidémie est en stand-by. Voilà. Julie, dernier mot là-dessus et on va passer à la dernière phase. Julie. Sur la question du financement que tu soulevais, Sylvie, nous ici, on a le projet avec l'école locale publique de créer un plan éducatif local et de financer la participation de toutes les classes de l'école. C'est une grosse école publique, de toutes les classes de l'école sur du temps long, c'est-à-dire, je crois qu'il viendrait 6 semaines, une après-midi chacun. Et ce serait financé par un plan éducatif local qui est un plan, on va dire, entre la mairie, l'école, une association locale et qui a un multifinancement. Et je vous encourage, les enseignants, à jeter un œil à ces plans éducatifs locaux. C'est un potentiel levier. Voilà. Là, on peut dire que les initiatives qu'on a avec en particulier Sylvie, Hélène et Pascal, mais aussi chez Julie, ce qu'on aperçoit, c'est que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création d'une communauté éducative locale. Donc, ça veut dire que je fais souvent le parallèle avec la cantine bio. Les enfants qui mangent bien dans la cantine et qui mangent bio, eh bien, pratiquement à chaque fois, ce sont des parents, ce sont des enseignantes, ce sont voilà, des responsables municipaux qui sont compris. Et les enfants, parce qu'il y a une parole qui a émergé. Et puis là, on fait émerger pareil des besoins. Donc, le territoire peut entendre ces besoins. Et le territoire, c'est tous les gens qui habitent ce territoire que nous habitons nous-mêmes. Et donc, on peut se rencontrer effectivement entre animateurs, entre parents, entre enseignants et voir comment on s'organise pour qu'il y ait plus d'expériences de nature pour les enfants, disponibles pour les enfants. C'est vraiment ça le sujet, c'est qu'il y ait plus d'expériences de nature à portée de main pour les enfants et qu'elles deviennent quotidiennes, que ça devienne, comme disait Julie, récurrent et que ce soit vraiment que ça nous imprègne au quotidien, que ces expériences de nature deviennent au quotidien, et puis qu'il y a vraiment un tissage de liens entre tous les habitants du territoire qui sont motivés sur la question éducative. Et ça peut être parce qu'on a parlé des grands-parents, des parents, mais on n'a pas parlé des grands-parents. Et les grands-parents, ils peuvent jouer un rôle vraiment aussi déterminant.
Donc maintenant, je vous remercie donc vraiment. Et maintenant, ça va être l'heure de donner la parole à Nathalie, qui a dû apercevoir quelques éléments intéressants à nous remettre sous les yeux, dans les oreilles. Nathalie, est-ce que tu es avec nous? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend bien. Bon, ben, c'est pas grave si vous ne me voyez pas. Bonjour à tous. Si, on veut te Alors, voir. ben, écoutez, On veut te voir. On veut te alors, voir. On veut te voir. On veut te voir. j'ai combien de temps pour… 3 minutes, Nathalie. Tu as entre voilà. 2 et 3 minutes. Ok, ça marche. Donc, moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Donc, si vous voulez des pépites, il y en a à peu près à toutes les phrases. Donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que, voilà, il faut partir de la sensibilité, de la sensorialité. Et vraiment, pour démarrer, c'est partir de ses besoins. Vous l'avez dit beaucoup. Partir des besoins des enfants, des adultes, de toute la communauté éducative et de tous les adultes qui sont là. Partir aussi de ses freins et de ses points d'appui voilà, j'ai beaucoup aimé partir de ses peurs et partir, voilà, souvent on part du positif et on dit allez j'y vais, mais effectivement s'écouter, ça vous l'avez beaucoup dit, s'écouter, c'est très important. Alors bon, des pépites, hein, je vous en dis quelques-unes. Alors une que j'ai préférée, amener le dehors dedans, et alors moi je l'ai entendu à double sens, évidemment. Alors, je suis enseignante rééducatrice, donc vous voyez ce que ça peut faire dans mon cerveau et dans mon cœur. Donc, amener le dedans dehors, c'était amener la nature dedans, mais c'était aussi évidemment en dedans de soi. Alors ça, c'était ma perle. Voilà, qu'un enfant, c'est un vivant qui doit vivre dans le vivant. Oui. Ah, on t'entend plus. On a perdu Nathalie. Un enfant, c'est un vivant qui doit vivre dans le vivant, disait-elle. Ouais, c'est un vivant qui doit vivre dans le vivant. La nature est un maître en la matière de sensorialité. Alors, attendez, j'ai des choses à faire pour que vous me voyez apparemment. Je l'ai dit, je suis enseignante spécialisée. Donc, moi, mon boulot, c'est de restaurer que les enfants se restaurent par eux-mêmes. Et donc, vous avez beaucoup dit, et je pense que c'est aussi un des leviers, d'apprendre à se taire et à laisser les enfants prendre l'espace, prendre la parole, et que c'est d'eux-mêmes que viendra la suite, quoi. Enfin, la réparation, la restauration, la suite, le lien. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, lâcher prise, évidemment. La possibilité aussi, voilà, de partager, évidemment, dans cette écoute commune, de partager les lois, les joies et les émerveillements ensemble. La possibilité de co-construire autrement et aussi de co-construire autrement avec les parents, avec les autres enseignants, avec la hiérarchie. Enfin voilà, c'est de co-construire autrement. C'est aussi laisser la nature nous convaincre et convaincre tout le monde. J'ai presque fini. C'est ramener de la vie. Prends une minute. Ouais, c'est ramener de la vie, c'est l'autonomie aussi. Alors, c'est des mots que j'ai trouvé importants. C'est faire confiance à la nature, c'est faire avec ce qu'on est et avec soi. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, le premier petit pas, ce serait ça, c'est de partir de soi et d'aller après vers la nature et vers le reste. Que la nature soigne les vivants et inversement aussi. Et je finirai avec, voilà, c'est une histoire de regard sur la nature, sur soi, sur les autres. C'est aussi le regard sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ok, merci. À vous. Et ça, c'est pas des écrans. merci. Merci Nathalie. Super, c'est vraiment très bien de nous remettre ça en mémoire. Donc c'était vraiment un moment super, ces échanges autour des questions. Et donc là, ça va se terminer puisqu'on va se quitter dans 6 minutes là. Donc on proposait de donner en termes de conclusion pour nos panélistes un petit moment pour exprimer ce qu'ils avaient à cœur le plus à nous dire en termes de conclusion, en termes de revoir aussi. Si elles ont envie de quelque chose de particulier, elles peuvent l'exprimer. Voilà, ou des idées qui vont se passer bientôt. On a envie d'en savoir plus, de se connaître davantage. Donc, on va regarder l'ordre de passage. Sylvie, tu nous dis quoi pour ta minute qui reste?
Alors, ça m'interpelle par rapport au dernier livre que j'ai lu là, de Cyril Dion, qui est Organisons notre petite résistance, petit manuel de résistance. Et il dit vraiment, c'est les petits pas suffisent pas, etc. C'est très compliqué avec ce qui se passe actuellement. Donc, lui, il dit, l'idée, c'est d'être tous citoyens naturellement, c'est-à-dire de ne plus passer par les grandes surfaces, ne plus passer par tout ce qui est industrialisé et tout ça. Donc, mon mot de la fin, ça serait faites simple et naturellement le plus possible. Voilà. Je pense que c'est ça. Et soyez le plus naturel possible et utilisez le moins de choses artificielles possible. Voilà. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Super. Pascal. Moi, j'irais bien dans le même sens, mais j'ai envie de redire, choisissons le chemin de la douceur, hein, pour te faire un petit écho aussi. Mais vraiment, je pense que le monde aujourd'hui a besoin de ça. Hein, donc, choisissons le chemin doux pour nous, pour les enfants, pour les parents, pour les collègues, etc. Donc, gardons le plaisir. Si on sort avec les enfants, il faut vraiment que ça parte de l'endroit où ça nous porte et où ça amène de la joie. Je garde l'éloge du bac à bout et je suis très intéressée par l'éloge du bac à bout. Et juste quelque chose qui est important pour moi, c'est que chaque adulte qui accompagne ou facilite la relation à la nature se questionne et s'interroge sur sa relation à la nature. Parce que je sens vraiment que ce qui nourrit nos pratiques, c'est ce qui nous nourrit nous-mêmes. Donc, quel espace dans ma vie je laisse à la surprise, à l'émerveillement, à la contemplation. Quand je me promène, comment je suis présent dans mon environnement. Est-ce que je sais écouter le silence habité d'une forêt, d'un champ, etc. Donc, tout ça, ça me semble important et porteur. Plus on va être nourri de ça, plus on va être convaincu. Et face aux parents, c'est essentiel. S'ils sentent que ça ne se discute pas parce que c'est tellement important pour nous qu'on va le faire, de toute façon, on va le faire. Voilà, ça ouvre vraiment des portes et les parents viennent volontiers avec nous, ils sont curieux et puis après, on les embarque. Ok. Et puis, voilà. Merci Pascal. Julie? Oui, ben moi, j'ai envie de dire amusez-vous. Amusez-vous, mettez la joie et le plaisir au centre de ce que vous allez créer. Et du coup, ça sous-entend connectez-vous à votre nature à vous, connectez-vous à votre enfant intérieur, sentez ce qui vous fait vibrer. Et c'est tout un cheminement de faire ça qui ne s'arrête pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous mettez ça au cœur de vos actions, vous n'aurez pas de mal à convaincre ceux qui sont autour de vous. Merci Julie. Merci. Hélène? Avec ton micro, c'est tellement mieux, Hélène. Je pourrais parler sans micro, comme ça je pourrais parler très très longtemps, personne ne m'arrêterait. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, alors peut-être pour demain, pour les enseignants qui vont aller dehors, d'abord, peut-être avant de sortir, essayez de vous rappeler d'un bon souvenir d'enfance dans la nature. Il y a une citation, je ne sais plus qui l'a écrit, il n'y a rien de plus important au monde et pour le monde qu'un beau souvenir d'enfance. Dostoïevski. Voilà, merci Roland. Et du coup, ce que je peux imaginer leur proposer aux enseignants qui vont sortir, c'est d'imaginer ce moment demain comme une pause. Je fais une pause dans la journée et je propose une pause à mes élèves parce qu'on parlait de la vie qui allait trop vite, de toujours vouloir finir, terminer. On a l'impression de toujours courir. Et là, on dit, voilà, ben là, je fais une pause, je m'assois et je sors avec mes élèves dehors. Je leur laisse un temps de liberté. Je les observe, je les regarde. Après, je peux leur proposer d'être attentifs à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils sentent, en parler avec eux et puis peut-être terminer par un moment où on partage quelque chose qu'on aime avec eux. Voilà, moi j'aime leur lire une histoire, leur chanter une chanson avec eux, faire un jeu et voilà, passer ce temps et s'offrir ce cadeau et offrir ce cadeau aux enfants. Voilà. Merci.
Alors, moi, je vois sur l'écran, merci à tous, cela fait un bien fou de ne pas se sentir seul. Oui, ça c'est vrai de vrai. Et là, on se sent vraiment ensemble, même si on est dans un grand territoire national. Et ben, on peut avoir la même sensation dans son propre territoire, et là, c'est encore plus fort. Et si on rencontre les gens de son propre territoire et on sait qu'on a des personnes sur qui on peut s'appuyer, parce que ça demande de la force. Souvent, on se sent seul, c'est sûr, et donc ça demande de la force, et cette force, on la trouve dans ces complicités qu'on sait établir avec le temps, et ces complicités, on sait en particulier les faire quand on fait une sortie sous la flotte dans la Forest School de Julie. Je peux vous assurer qu'après, on se sent solidaire. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être la magie de la flotte en Bretagne. Voilà, donc un grand merci. Vous pouvez aider à faire connaître ce webinaire parce qu'il y aura encore des rendez-vous, je crois. Ça se profile. Donc, un grand merci à Rivage et à l'équipe technique qui a vraiment assuré, et c'était des très, très bonnes conditions de travail. Merci donc aussi à cette idée d'aller soit en nature, parce que quand nous, on va nous-mêmes en nature, eh bien, oui, on se charge de quelque chose qu'on peut après transmettre et vraiment favoriser notre capacité à provoquer ces expériences de nature de façon très positive. Voilà, merci. Donc, Hélène, un dernier mot, Hélène Knoll de Rivage, donc, qui nous permet, merci encore à Rivage, de nous permettre de faire ces échanges. C'est extrêmement important de se former le dimanche. Hélène. Ah oui, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est Rivage. Rivage, c'est une spécialité du Val d'Adour. C'est un collectif d'associations qui vient en soutien aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et aux porteurs de projets associatifs et qui soutient la vie associative localement, qui participe à la dynamique locale et qui travaille en direction des liens au sein d'un territoire pour favoriser les liens au sein d'un territoire. Et aussi au niveau des jeunes, on est aussi, on promeut le service civique en milieu rural. Voilà, en gros, ce qu'est Rivage, très rapidement. Mais si vous voulez en savoir plus, on a un beau site qui vient d'être refait tout neuf par une de nos jeunes participantes. Donc, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. On fait plein de choses sympas à l'échelle de notre territoire. On est très implantés. Voilà, et moi je suis vraiment très touchée par ce qui vient de se passer là, c'était extraordinaire. D'abord d'entendre vos interventions toutes plus riches les unes que les autres, qui se complétaient bien et qui nous apportaient plein de petites lumières, plein de petits conseils techniques. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires que ce webinaire était un véritable trésor. Et oui, vous avez alimenté ce trésor. Mais attention, nous étions 138 à côté à alimenter à fond. Et là, je peux vous dire que dans les discussions, il y a des perles et une série de perles assez extraordinaires. Je ne sais pas si tous vous avez pu tout regarder, mais moi, quand on va extraire tout ça, on va se régaler encore. Ça va être super chouette. Et vraiment, merci à vous. Et puis, pensez à notre petite cagnotte que Karen nous a mis en ligne et vous l'avez sur les discussions. Et aussi, très important, vous êtes encore 99 en ligne. Alors, je vous invite à nous laisser vos mails si on ne les a pas pour que vous puissiez avoir justement récupéré toutes ces perles que vous avez partagées avec nous et qu'on puisse aussi vous envoyer les liens pour récupérer les vidéos puisqu'on a enregistré le webinaire. Je me permets juste, Hélène, juste un dernier mot, c'est de dire que, pour donner une idée, parce que la demande est formulée sous mes yeux là, qu'on pense à l'approche sensorielle pour une prochaine fois. Donc ça, on vous confirmera, hein, mais c'est autour de ça qu'on réfléchit en ce moment. L'approche sensorielle l'approche sensorielle dans l'éducation nature, hein, ce qu'elle apporte dans l'éducation nature. Vraiment réfléchir, rester pendant 1h30 sur la question de l'approche sensorielle. Et puis l'idée d'après, pour l'instant, c'est un peu moins certain peut-être, c'est l'idée de l'entraide et la coopération dans la nature. L'idée de l'entraide et la coopération, cette dimension d'entraide et de coopération qu'on peut susciter dans des expériences de nature avec les enfants. Voilà, pour l'instant, après, il y en aura sans doute d'autres. Et gardons le lien surtout, ça c'est vraiment important, qu'on continue à créer cette communauté sur l'éducation nature, qui n'a pas de frontières, hein. Bienvenue aux Belges et aux Québécois, aux Suisses et à tous ceux qui en langue française veulent bien continuer à travailler. On serait ravis d'avoir des amis en Afrique aussi qui nous rejoignent et ce sera bientôt possible, je pense. Merci. Merci.